Bonjour à tous, bienvenue pour cette première Web TV, aujourd'hui consacrée au cycle d'apprentissage à l'aune du numérique. Alors l'idée c'est de passer quelques instants ensemble pour essayer de se remémorer quelles sont les grandes étapes liées à l'apprentissage et de voir en quoi l'apport du numérique peut faciliter ou parfois gêner ces grandes étapes. Alors, petit préambule, la réponse est formation, mais quelle est la question? On suppose, pour cet exercice, que l'analyse de la demande, et donc le fait que la solution soit formation, ait été actée, donc ait été vérifiée. On aurait pu aussi, en préambule, se dire la réponse est numérique, mais quelle est la légitimité? Ce ne sera pas l'objet non plus de cette émission. On y consacrera donc dans un temps futur un vrai débat. Alors, le cycle tel que je vais vous le présenter, en fait, est une version personnalisée de Gilles Bourdreau, ou d'Henri Bourdreau, pardon, qui construit une succession de phases, on le verra, qui vont se terminer en cycle. La première donc, de ces étapes, c'est une histoire de représentation. Je reviendrai en détail, bien sûr, sur chacune de ces étapes. Le pas de côté, nous verrons qu'il s'agit d'une posture, d'une distanciation qui va être nécessaire pour être en capacité ou dans des conditions favorables de l'apprentissage. Nous verrons ensuite donc, le fait qu'on comprenne le sens et l'intérêt de la formation pour soi, qui a été traduit ici par « c'est bien pour moi ». Ensuite, une histoire d'axiome ou de bouleversement, donc des mots un peu savants pour expliquer tout simplement qu'on viendra bouleverser ou alors apporter un savoir de manière un peu docte. Je décrirai ça avec un peu de détail. Avant-dernière étape, c'est cela fait écho à mon quotidien, je transfère. Donc je prends le sens de ce qui est dit et je le comprends et je sais l'intégrer dans mon environnement. Et puis enfin, dernière étape, c'est je sais que je sais. Et donc, par là, je sais aussi ce que je ne sais pas ou ce que j'ignore encore. Et donc, on le voit, le cycle se boucle, puisque, sachant qu'il me reste des lacunes, j'ai à nouveau donc, une histoire de représentation, un pas de côté, etc., etc. Alors, sur l'histoire des représentations, en fait, on sait que la littérature est prolixe, hein, donc ici un texte de Gurdan. On sait que chacun, en fait, notamment les adultes, dispose d'un savoir, d'une conception de ce savoir, du problème, etc., qui est vraiment tout à fait personnel et propre à chacun. Une des premières difficultés donc, en apprentissage pour adultes, ça réside en fait que chacun des acteurs a une représentation, une expérience de la vie sociale, de la vie donc, professionnelle, a des représentations sur le fonctionnement de cette société ou de son entreprise, et même sur quasiment tous les sujets qui vont être abordés. Et puis ces représentations, elles s'expriment avec des mots de vocabulaire courants, dans un sens qui en général n'est pas très précisé. Quand on pose la question, pour vous, c'est quoi l'e-learning? Si chacun des questionnés a une représentation liée à ses peurs, ses craintes, ses expériences bonnes ou malheureuses sur le sujet, ben, les réponses importent peu puisqu'elles ne pourront être comparées à rien de tout cela. Donc la représentation est finalement un obstacle à l'apprentissage et il faut absolument dans un premier temps tenir compte de cette représentation. Alors qu'on soit en présentiel ou en distanciel, il n'y a vraiment aucune différence. Il s'agit vraiment de travailler sur celle-là et surtout de l'intégrer. Gurdan nous montre ici, par exemple, qu'apprendre, c'est modifier la structure de son savoir pour passer d'un état initial à un autre, donc on l'espère majoré, généralement sous l'influence d'un ensemble d'informations nouvelles, mais aussi peut-être d'expériences, d'activités, etc. Donc l'idée, c'est de transformer, comme le schéma tente de montrer, donc il y a un problème, et puis si la solution est compatible avec la conception existante, ou si par exemple on rejette complètement le problème, etc., on voit qu'il n'y a pas de gap entre la conception initiale et la conception finale. Bien entendu, le dessein de la formation, c'est bien d'apporter donc une majoration cognitive. Donc c'est de faire en sorte que de la conception initiale, on passe à une conception finale majorée, mais que pour arriver à cette conception majorée, on va passer par des phases de déstabilisation. Donc, on le voit ici, le problème
va poser questions, va interroger les représentations, les savoirs, les idées ou les prénotions que chacun détenait. Et avant de construire les nouveaux savoirs, il faut avant casser, démolir, déconstruire donc ces représentations. Et puis ensuite, progressivement, par le jeu des activités, par le jeu donc des apports, par le jeu des implications, etc., on va reconstruire et parvenir au gap espéré. Un petit exercice que l'on s'amuse à faire en formation présentielle, mais qui a aussi son intérêt en formation distancielle, c'est par exemple de demander les représentations mentales qu'ont les étudiants ou les stagiaires à la lecture de ces quelques phrases, en leur disant que c'est un extrait donc, de quelques phrases d'une langue étrangère, et on peut leur demander est-ce que ça évoque des pays chauds, des pays froids, des pays lointains, des pays proches, l'Asie, l'Orient, l'Afrique, est-ce que c'est guttural, est-ce que c'est chantant, enfin bref, d'interroger les uns et les autres sur ces représentations. Et puis ce qui est assez curieux et sympathique, c'est de voir qu'il y a des avis extrêmement différents, extrêmement contraires, pour au final annoncer que cette langue n'existe pas et que donc on a bien démontré que chacun, même sur des choses qu'on ne maîtrise pas, même sur des choses qui n'existent éventuellement pas, eh bien on ne part pas avec le même bagage, avec les mêmes prénotions. Donc un petit exercice qui peut démontrer tout cela. Alors, la formation, elle exige une position décalée, ça c'est le deuxième point, c'est le pas de côté. En effet, quand on est en présentiel, on est dans des situations qui normalement rendent favorable et possible l'assimilation. On est dans des locaux qui en général sont dédiés, on est dans des conditions d'accueil, de température, de disposition, etc., qui font qu'on doit être en capacité de pouvoir recevoir l'information et puis de l'intégrer, etc. Alors ça paraît assez naturel en présentiel. En distance, il faut se méfier parce que souvent on a l'habitude d'imaginer que les gens, chez eux, lorsqu'on parle du mobile learning dans le train, dans le tram, peu importe, vont être dans des conditions de pas de côté acceptables. Et la question est vraiment à poser parce qu'il n'est pas sûr que chez soi, lorsqu'on a des enfants, un conjoint, des amis, peu importe, lorsque l'on est dans le train et qu'on est à côté de quelqu'un qui fait du bruit ou qui prend de la place, ou enfin peu importe, ou quand on est même dans des soucis personnels qui font qu'on n'est pas tout à fait ouvert donc, à l'assimilation, eh bien les choses ne se passent pas. Donc ce qui paraît naturel en présentiel, il faut absolument avoir aussi ce souci à distanciel et faire en sorte que, vérifier que l'apprenant est bien dans des conditions qui permettent ce pas de côté. Alors ce pas de côté, en fait, on le voit, il est éventuellement redéfini par la pyramide de Maslow avec les besoins, etc. Et puis McClelland également donc, a rajouté des catégories de besoins hiérarchisées et être en formation, être accepté, donc d'être ouvert à l'information nouvelle, c'est être dans l'une ou l'autre de ces strates proposées. Alors, c'est aussi une des raisons pour lesquelles la formation professionnelle, dans sa définition légale, donc, limite l'exercice de l'apprentissage sur le lieu de travail. Même si parfois le fait de travailler sur un geste, sur une machine, dans un environnement, etc., va faire en sorte que l'on sera en milieu de travail, cet article particulier favorise la prise en compte du pas de côté. Ça rejoint aussi, comme le disait Betterf, donc trois notions importantes, qui est le savoir, que la formation existe, donc être au courant, de pouvoir accéder à cette formation, donc d'avoir les capacités, d'avoir le prérequis, etc. Et puis, troisième élément, souvent négligé, c'est le vouloir. Est-ce que je suis tout à fait favorable, motivé, partant pour accepter donc, cet effort de formation? L'illustration montre que je peux être au courant qu'il y a une course de programmée,
pouvoir à l'accomplir, parce que j'ai des baskets, j'ai un dossard, j'ai tout ce qu'il faut, un navet médical, etc. Et puis vouloir, c'est-à-dire le matin, parce que c'est un sombre dimanche d'avril pluvieux, est-ce que je suis tout à fait au fait de vouloir courir cette course? Donc on doit se mettre aussi dans ces questionnements lorsqu'on est en formation, là encore, que ce soit en présentiel ou en distance. En présentiel, on va pouvoir juger ou jauger par des signes paraverbaux, etc., ce qui éventuellement fait obstacle donc à ces conditions de bonne mise en œuvre. À distance, il faudra user donc de beaucoup d'imagination et surtout de mouchards pour pouvoir vérifier que les uns et les autres sont toujours en appétit et que la motivation est toujours de mise. Le « c'est bien pour moi », en fait, renvoie sur le sens que je donne à la formation. Est-ce que je subis la formation parce qu'on m'a dit qu'il fallait la faire et que je n'ai pas très bien compris en quoi cela m'apportait des choses au quotidien? Ou au contraire, est-ce que j'ai saisi l'intérêt, alors personnel ou professionnel, voire les deux, à fournir cet effort? Et donc on va voir que lorsque je veux le faire, je serai sur l'affect. Lorsque je peux le faire, c'est je serai sur les moyens. Et lorsque je sais ce qu'il faut faire, je serai plutôt sur le cognitif. Le sens donné aux choses est là encore, présentiel ou distanciel, un élément indispensable à maîtriser. Toujours dans le cadre d'illustration et d'une métaphore, si on imagine que la formation c'est tailler une pierre, une brique, je peux le faire comme si c'était un élément déconnecté de mon contexte, du reste de la formation. Je fais des maths pour des maths, point. Ça peut être un produit, c'est-à-dire que je sais que cette brique de maths, elle va rentrer donc dans un mur qui correspond à mon bac, mon CAP ou peu importe. Et puis ça peut être un but, parce que je sais que cette pierre, en l'occurrence sur le dessin, elle forme une cathédrale, mais pour moi, professionnellement, elle me servira à être plus performant, à comprendre davantage les choses, peut-être à évoluer, à connaître de nouvelles aventures, etc. L'étape suivante, c'est l'histoire d'axiome ou de bouleversement. On l'a vu lorsqu'on était sur le cycle d'apprentissage, on avait donc une chute, une déstabilisation qui était donc produite par le fait que la prénotion que j'avais d'un phénomène, d'un concept, etc., devait être cassée au profit donc d'une nouvelle. Donc on va bien bouleverser les gens en leur disant ce que tu croyais sur cette langue étrangère, ben, ce n'est pas tout à fait cela, voilà pourquoi, etc. Et on reconstruit petit à petit. Dans certains cas, lorsqu'on parle de loi, lorsqu'on parle d'articles, comme je l'ai montré tout à l'heure, il n'y a pas grand-chose à reconstruire. Donc on est plutôt sur l'axiome, c'est-à-dire on nous demande d'ingérer, de s'accommoder pour éventuellement assimiler donc cette nouvelle notion donnée par cet apport. Donc c'est pourquoi ici donc on a un « ou » qui peut être exclusif ou inclusif, c'est soit l'axiome, soit le bouleversement. Avant-dernière étape, donc, c'est de se dire cela fait écho avec mon quotidien. En d'autres mots, la formation est signifiante. C'est-à-dire que les maths qu'on me propose, je sais comment les mettre en œuvre dans mon activité professionnelle, voire pourquoi pas personnelle. Donc c'est là aussi décisive, hein, comme les autres. C'est ce qui va fonder la pratique, c'est ce qui va guider le formateur, afin qu'il définisse donc un programme qui soit vraiment en lien avec l'activité des uns et des autres. Ça rejoint également donc un petit schéma ancien, mais finalement assez d'actualité, qui dit que l'information va se transformer en connaissance. Ces informations, bien sûr, elles sont externes à l'apprenant. Elles peuvent émaner donc d'un formateur, mais aussi des pairs, hein, ou aussi d'un travail peut-être plus informel avec des parents, avec des amis, avec des collègues, etc. Et puis, si ces informations, elles font sens, elles vont déclencher des activités, et donc tout cela va se transformer en connaissances. Ces connaissances, elles vont devenir compétences si elles sont mises en œuvre dans un contexte particulier, donc si elles sont transférées et opérationnelles. Et puis ces compétences, lorsqu'elles vont être évaluées, lorsqu'elles vont être dans le temps répétées, etc., elles vont devenir des performances. Donc on voit que pour passer de l'information, le contenu du cours, à la performance, il va se passer un ensemble d'actions
dans le temps, sous différentes formes particulières, et que tout ça donc, est conditionné par le fait que je comprenne le sens, que je sache pourquoi ça m'intéresse, pourquoi je dois fournir des efforts, que pour bien accueillir ces données, je dois être dans des conditions favorables, etc., etc. Enfin, dernière étape, c'est je sais que je sais. Donc, si on reprend donc, le schéma de Piaget, en fait, c'est de se dire qu'avec une structure cognitive initiale, j'accroche un nouveau savoir qui ne vient pas remplacer un ancien savoir, hein, qui vient simplement s'ajouter, donc on parle de cumulatif et non pas de remplacement. Et ce nouveau savoir, en fait, il va créer lui-même de nouveaux accrocheurs. On a tous vécu l'expérience qu'une nouvelle connaissance, une nouvelle assimilation, faisait que nous étions convaincus que, du coup, ayant compris cela, il nous manquait un élément ou quelques informations pour expliquer un autre sujet plus pointu. Et donc, ma boucle continue et je repars sur un cycle particulier. Finalement, j'ai parlé de Alone du numérique et j'ai finalement volontairement très peu distingué le présentiel du numérique parce que, me semble-t-il, le numérique, comme d'autres modalités particulières, ne sont que des vecteurs et des véhicules. Et il importe, lorsqu'on utilise ces vecteurs ou ces véhicules, d'être au fait des fondamentaux de l'apprentissage. Donc, lorsque l'on est sur une activité de développement d'action numérique, ou que l'on soit en présentiel ou dans d'autres modalités, finalement, ce qui doit nous soucier, c'est de s'interroger sur l'ensemble des strates, l'ensemble des conditions à réunir pour que l'assimilation ait le maximum de chances de s'accomplir. Voilà, j'en ai terminé. Je vais peut-être répondre à quelques questions si elles sont posées. Merci. Donc on me dit que la qualité d'image était bonne, donc on en est parfaitement content. Et qu'effectivement, donc pour participer au chat, il nous faut taper donc un petit code pour démontrer que nous ne sommes pas des robots. Donc on va essayer de corriger ce tir avec le revendeur de matériel. Et puis peut-être effectivement penser à un petit tutoriel pour faire en sorte que on puisse voilà, facilement, même pour une première fois, bénéficier pleinement de la séquence. Ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous donc pour une prochaine Web TV très prochainement. Merci, au revoir.